La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 24. L'arrivée du sionisme. Dans la seconde moitié du siècle dernier, où le communisme et le sionisme commencèrent leur assaut simultané sur l'Occident, l'Europe était un endroit d'État fort et confiant, fort capable de résister aux effets de troubles intérieurs et de guerre à l'étranger. Les émeutes révolutionnaires de 1848 avaient été surmontées sans grand effort. L'Autriche-Hongrie et la France n'étaient pas très affaiblies par leur défaite prussienne en 1866 et en 1871, elles reprirent leurs existences nationales, comme les pays vaincus l'avaient fait pendant des siècles, côte à côte avec le vainqueur d'hier, et furent bientôt tranquilles à nouveau. Les peuples balkaniques, émergeant de 5 siècles d'autorité turque, avançaient aussi vers la prospérité, dans l'ère plus bienveillant de la liberté nationale. Aux frontières orientales de l'Europe, la Russie, sous le drapeau de la chrétienté, semblait rejoindre ce processus d'amélioration nationale et individuelle. L'apparence était trompeuse, car les deux vers étaient dans la pomme et la scène actuelle montre le résultat. Les 18 siècles chrétiens qui, malgré des hauts et des bas, montraient une somme totale d'amélioration humaine plus grande que celle de n'importe quelle époque précédente connue de l'homme, arrivaient à une fin ou à un interrègne, lequel, que nous ne le savons toujours pas, quoique les croyants n'aient aucun doute sur la bonne reprise, à un certain moment. Cependant, un homme éminent de cette période, dont aurait pu attendre qu'il fût confiant du résultat, prévit ce qui devait arriver à notre siècle et pensa que ce serait la fin, non un âge des ténèbres passagers. C'était Henry Edward Manning, le pasteur anglais qui se convertit à Rome, devint cardinal archevêque de Westminster et, s'il avait accepté la nomination par ses pairs cardinaux, aurait pu devenir pape. Edmund Burke, John Adams et Alexander Hamilton avaient tout perçu les buts mondiaux de la Révolution et avaient prévu ses éruptions extensives. Disraeli, Bakounine et d'autres, un demi-siècle plus tard, avaient témoigné d'eux, et avaient averti contre l'usurpation juive du leadership révolutionnaire. Manning se joignit à ces avertissements mais prévit aussi l'arrivée du sionisme et le rôle qu'il jouerait dans le processus duel. À propos de la Révolution, il dit « Les sociétés secrètes du monde, dont les hommes moquent l'existence et la nient dans la plénitude de leur assurance, les sociétés secrètes sont en train d'imposer leur existence et leur réalité à la conscience de ceux qui, jusqu'à hier, ne croyaient pas qu'elles existassent. » 1861. Il s'attendait au succès total du plan original de Weishaupt et pensait que l'époque à laquelle il vivait était le prélude à la période anti-chrétienne de la destitution finale de la chrétienté et de la restauration de la société sans Dieu dans le monde. Aujourd'hui, la révolution anti-chrétienne possède le pouvoir temporel dans la moitié de l'Europe. La croix chrétienne a été enlevée des drapeaux de toutes les grandes nations européennes sauf la nation anglaise, et de beaucoup de ceux des petites nations, et une société sans Dieu a été installée comme gouvernement mondial potentiel, de sorte qu'on voit ces mots vieux de 90 ans comme une prévision impressionnante partiellement réalisée. Puis, et en cela il dépassa les autres voyants, il dépeignit le rôle que le sionisme jouerait dans ce processus. Ceux qui ont perdu la foi en l'incarnation, comme les humanitaristes, rationalistes et panthéistes, pourraient bien être trompés par n'importe quelle personne de grand pouvoir et succès politique, qui devrait rétablir les Juifs sur leur propre terre, et il n'y a rien dans l'aspect politique du monde qui ne rende une telle combinaison impossible. Finalement, il dit qu'il s'attendait à la venue personnelle de l'Antéchrist sous l'apparence d'un juif. Dans ces mots, il dévia du terrain du calcul politique, où il était expert, comme les événements l'ont montré, vers celui de la prophétie d'interprétation. Il relia le message de saint Paul aux Thessaloniciens, 2.1.3.11, au temps à venir, en disant « C'est une loi de l'Écriture sainte que quand on prophétise sur les personnes apparaissent. » Ainsi, tandis que l'Europe semblait être apparemment en train de s'avancer lentement vers un avenir en amélioration sur le chemin qui l'avait bien servi pendant 18 siècles, dans les régions talmudiques de la Russie, le sionisme rejoignit le communisme comme la deuxième des deux forces qui devaient intercepter ce processus. Le communisme était destiné à corrompre les foules, c'était le « grand mouvement populaire », prévu par Disraeli, au moyen duquel les sociétés secrètes devaient œuvrer à l'unisson pour la rupture de l'Europe. Le sionisme entreprit de renverser les dirigeants au sommet.
Aucune force n'aurait pu avancer sans l'autre, car les dirigeants à l'autorité intacte auraient freiné la révolution comme elle avait été freinée en 1848. Le sionisme fut essentiellement la réplique du centre talmudique de Russie à l'émancipation des Juifs d'Occident. C'était l'allusion qu'ils ne devaient pas s'impliquer dans l'humanité, mais devaient rester à part. Jamais depuis Babylone, la secte dirigeante ne s'était risquée à jouer cette carte. Elle ne peut jamais être rejouée, si la tentative présente se termine finalement par un fiasco. C'est pourquoi les talmudistes se sont toujours abstenus de la jouer, et le firent seulement quand ils furent confrontés à l'émancipation dans un cas d'urgence vitale, la perte de leur pouvoir sur la communauté juive. En effet, ils avaient toujours dénoncé comme de faux messis ceux qui clamaient à corps et à cri que le jour de l'accomplissement était venu. Si Sabbatai Tzvi, ou à cet égard Cromwell ou Napoléon, avaient été capables de leur livrer la Palestine, ils auraient pu proclamer l'un d'entre eux comme étant le Messie. À cette occasion, ils se proclamèrent eux-mêmes Messie, et cette entreprise hardie ne peut guère être répétée. Historiquement donc, nous sommes probablement en train d'avancer vers la fin du plan destructeur, parce que de manière évidente, il ne peut être accompli, mais la génération présente, et peut-être quelques générations à venir, d'après tous les signes a encore un lourd prix à payer pour avoir encouragé la tentative. Le livre du Dr Chaim Weizmann est la meilleure source d'informations unique sur les racines jumelles du communisme et du sionisme et leurs buts convergents. Il était présent à la naissance du sionisme, il devint son plénipotentiaire vagabond, il fut pendant 40 ans le chéri des cours occidentales, des bureaux présidentiels et des cabinets, il devint le premier président de l'État sioniste et raconta toute l'histoire avec une sincérité stupéfiante. Il montre comment, dans ces communautés talmudiques distantes il y a presque 100 ans, la stratégie prit forme, qui dans ses conséquences devait prendre, comme dans un tourbillon, tous les peuples de l'Occident. Les Américains et les Britanniques, les Allemands et les Français, les Italiens, les Polonais, les Scandinaves, les Baltes, les peuples balkaniques et tous les autres devaient être impliqués. La force de vie et le trésor de l'Occident devaient être employés à la promotion de ces deux buts complémentaires, comme de l'eau coulant d'un robinet ouvert. Des millions de personnes, vivantes et mortes, furent impliquées durant 2 guerres dans la poursuite de ces buts. Les hommes nés actuellement héritent d'une part dans les bouleversements finaux auxquels ils doivent inexorablement mener. Les Juifs partagèrent toutes ces tribulations, en petite proportion par rapport aux populations affectées. Le récit du Dr Weizmann permet aux chercheurs d'aujourd'hui de voir les débuts de tout cela, et maintenant, ce récit atteint notre propre époque, qui reçoit la forme quotidienne de ce qui arriva alors. Il explique que les Juifs en Russie étaient divisés en 3 groupes. Le premier groupe était celui des Juifs qui, cherchant la paix de la ville, voulaient simplement devenir des citoyens russes paisibles, tout comme les Juifs de l'Occident, en majorité, étaient à ce moment-là allemands, français ou autres citoyens loyaux. L'émancipation était pour ce groupe le but final, et il comprenait principalement ces Juifs qui, par talent, diligence et crainte de l'autorité talmudique, s'étaient échappés des ghettos. Le Dr Weizmann l'écarte comme un petit groupe, non représentatif et renégat, et comme il fut balayé, il doit aussi disparaître de ce récit, qui appartient aux 2 autres groupes. Par le décret des talmudistes il a disparu de la surface de la terre, ou a été excommunié. La masse restante des Juifs en Russie, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans les ghettos conformément à la règle talmudique, était divisée en 2 groupes par une ligne verticale qui divisait les ménages et les familles, y compris la propre maison du Dr Weizmann et sa famille. Les 2 groupes étaient révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord pour travailler à la destruction de la Russie. La dissension portait uniquement sur la question du sionisme. Le groupe, révolutionnaire communiste, tenait à ce que la pleine émancipation soit réalisée quand la révolution mondiale aurait supplanté partout les États-nations. Le groupe, révolutionnaire sioniste, tout en étant d'accord que la révolution mondiale était indispensable au processus, tenait à ce que la pleine émancipation soit seulement réalisée quand une nation juive serait établie dans un État juif.
De ces deux groupes, le sioniste était clairement le groupe supérieur dans l'orthodoxie talmudique, comme la destruction, conformément à la loi, n'est qu'un moyen pour une fin, celle de la domination, et la nation dominante est celle à qui il est ordonné de s'établir à Jérusalem. Dans les ménages, la discussion était féroce. Les communistes maintenaient que le sionisme affaiblirait la révolution, qui professait de nier la race et la doctrine. Les sionistes affirmaient que la révolution devait mener à la restauration du peuple élu, dont la race était la doctrine. Les membres individuels de ces ménages croyaient probablement que le point en question était valide, mais en fait il ne l'était pas. Aucun de ces groupes n'aurait pu prendre forme, dans ces communautés gouvernées sévèrement, contre la volonté du rabbinat. Si les rabbins avaient passé le mot que le communisme était la transgression, et le sionisme, l'observance des lois et des jugements, il n'y aurait eu aucun communiste dans les ghettos, seulement des sionistes. La secte dirigeante, examinant l'avenir par-dessus les têtes des masses enrégimentées, vit manifestement que les deux groupes étaient essentiels pour le but en vue, et Disraeli, dans un des passages cités précédemment, nomma la motivation. Depuis le milieu du siècle dernier, l'histoire de la révolution est celle du communisme et du sionisme, dirigés à partir d'une seule source et travaillant à un but converge. Le Dr Weizmann donne un aperçu éclairé de cette dissension apparente parmi les membres d'un ménage juif conspirateur, mais divisé, où l'on ne voyait pas la forme ultime de la stratégie supérieure et où l'on débattait avec acharnement de la question entre communisme révolutionnaire et sionisme révolutionnaire. Il cite sa mère, la matrone juive, disant avec contentement que si le fils révolutionnaire communiste avait raison, elle serait heureuse en Russie, et que si le fils révolutionnaire sioniste avait raison, alors elle serait heureuse en Palestine. Au final, il s'avéra que tous deux avaient raison selon leurs critères. Après avoir passé quelques années à Moscou bolchevisée, elle alla finir ses jours en Palestine sionisée. C'était après que les deux conspirations, ayant grandi en secret côte à côte, eurent triomphé dans la même semaine, en 1917. Le communisme était déjà un parti organisé, quoique toujours secret et conspirateur dans les ghettos, quand le sionisme prit une forme organisée, quoique également secrète, dans le mouvement Shibat Zion, l'amour de Sion. Il fut fondé à Pinsk, où le Dr Weizmann allait à l'école, si bien qu'étant enfant, son chemin le mena dans l'aile révolutionnaire sioniste de la conspiration anti-russe. Dans son enfance, 1881, quelque chose arriva qui menaça de détruire toute la légende de la persécution en Russie, sur laquelle la propagande talmudique dans le monde extérieur était basée. En 1861, le tsar Alexandre II, le célèbre libérateur, avait libéré 23 millions de serfs russes. Dès ce moment, la perspective de liberté et d'amélioration sur le modèle occidental s'ouvrit pour les citoyens russes de toutes les nationalités. La Russie comprenait environ 160 nationalités et les Juifs formaient environ 4% de la population totale. Puis, durant les 20 années suivant la libération des serfs, les Juifs commencèrent, sous la direction talmudique, à offrir la résistance passive violente à toute tentative d'amélioration. Le Dr Kastein. En mars 1881, Alexandre II entreprit de terminer l'œuvre de sa vie en proclamant une constitution parlementaire. Le commentaire du Dr Kastein parle de lui-même. Il n'est pas surprenant de découvrir qu'une juive participa à la conspiration qui mena à l'assassinat d'Alexandre II. Cet événement, le premier d'une série similaire, fut le premier succès majeur des révolutionnaires dans la prévention de l'émancipation. Il rétablit la condition idéale dépeinte par Moses S., un des tout premiers propagandistes sionistes. L'année suivant la libération des serfs, nous les Juifs, resterons toujours des étrangers parmi les nations. Celles-ci, il est vrai, nous accorderont des droits par sentiment d'humanité et de justice, mais ils ne nous respecteront jamais tant que nous ne placerons pas nos grands souvenirs au deuxième rang et que n'accepterons pas comme principe premier, où je fleuris, là est mon pays. Pendant cette période, Léon Pinsker, un autre héros du sionisme, publia son livre Auto-émancipation. Le titre était une menace. Pour l'initié, cela signifiait « Nous n'accepterons aucune sorte d'émancipation qui nous serait accordée par d'autres, nous nous émanciperons et donnerons à l'émancipation notre propre interprétation. »
Il dit, il y a un conflit inexorable et inéluctable entre les humains connus en tant que juifs et les autres humains, et il décrivit la méthode maîtresse à utiliser pour provoquer cette auto-émancipation, et rétablir la nation juive. La lutte pour réaliser ces buts, dit-il, doit être prise en main dans un esprit adapté pour manifester une pression irrésistible sur la politique internationale du moment. Ces mots de 1882 sont quelques-uns des plus significatifs de toute cette histoire. Ils montrent une préconnaissance supérieure, comme le lecteur pourrait le soupçonner s'il essaie d'imaginer, disons, un patriote en exil polonais ou ukrainien, alors ou maintenant, parlant, d'exercer une pression irrésistible sur la politique internationale. L'émetteur politique est un homme triste à l'espoir différé, un habitué du café des exilés qui est d'habitude reconnaissant si le deuxième secrétaire d'un sous-secrétaire d'État daigne lui accorder une demi-heure. Pinsker était un obscur émigré juif à Berlin, peu connu hors des cercles révolutionnaires, quand il écrivait ces mots, qui sembleraient être d'une prétention des plus ridicules si les événements des 70 années suivantes n'avaient pas prouvé qu'il savait exactement de quoi il parlait. Il savait comment le sionisme prévaudrait. Clairement, la conspiration, longtemps avant que sa nature ne soit même soupçonnée dans le monde extérieur, bénéficiait d'un soutien puissant bien au-delà de la Russie, et ce Pinsker inconnu était conscient des méthodes par lesquelles les affaires du monde devaient être réarrangées. Tel était l'état de la conspiration à deux têtes en Russie quand le docteur Weizmann devint adulte et commença à jouer son rôle. Le mot « conspiration », fréquemment utilisé ici, ne vient pas de l'auteur, le docteur Weizmann l'emploie franchement. Détestant la Russie, il alla, sans entrave, en Allemagne. La vue des Juifs, émancipés, là-bas le rebuta tellement qu'il se languit des ghettos de la Russie, et y retourna pendant ses vacances, reprenant ensuite son rôle dans « la conspiration », comme il dit. Puis, dans les diverses universités de l'Occident émancipé, il continua son combat déclaré pour désémanciper les Juifs d'Europe. Ils avaient reconnu le danger et présentaient un visage craintif et hostile à ses students. Ainsi, en Allemagne, Gabriel Riesser dit-il aux révolutionnaires sionistes de Russie, « Nous n'avons pas immigré ici, nous sommes nés ici, et parce que nous sommes nés ici, nous n'émettons aucune revendication à un foyer quelque part ailleurs, soit nous sommes des Allemands, soit nous sommes sans foyer. » De même, les rabbins du judaïsme réformé non orthodoxe, NDT, décidèrent que l'idée du Messie mérite la plus grande considération dans nos prières, mais ils doivent abandonner toutes les requêtes disant que nous pouvons être ramenés sur la terre de nos pères et que l'État juif peut être rétabli. Ces Juifs luttaient pour garder foi en les promesses du Sanhédrin. Ils avaient fait la paix avec l'humanité, et il paraissait impossible que les talmudistes puissent jamais les ramener dans une nouvelle captivité néhémienne. Le docteur Kastein rapporte avec horreur que vers la fin du XXe siècle, un juif sur 5 épousait un gentil, et, avec une horreur plus grande, qu'à la guerre, sur tous les fronts, le juif se retrouvait face aux juifs. C'était une tragédie, qui sera répétée, tant que les Juifs seront contraints d'accomplir leur devoir comme citoyens de leur pays d'adoption. L'ombre de la nouvelle captivité talmudique était beaucoup plus proche des Juifs d'Occident que même eux ne pouvaient le soupçonner. Les sages de Russie s'étaient organisés pendant toutes ces décennies, et alors que la fin du siècle approchait, ils étaient prêts à exercer une pression irrésistible sur la politique internationale du moment. Le spécialiste qui eut le plus de succès dans cet effort de pression, un premier ministre sioniste nomade, fut le jeune Chaim Weizmann, qui pendant les dernières années de la vie de Monk, parcourut les villes et les universités européennes, de Darmstadt à Berlin, et plus tard de Berlin à Genève, y plantant les bombes à retardement de l'avenir et se préparant à sa tâche du XXe siècle. Alors que le siècle touchait à sa fin, il y eut une accélération soudaine de ce processus, comme si une machine en construction depuis longtemps était achevée et commençait à fonctionner à pleine puissance, et ces pulsations palpitantes furent immédiatement ressenties dans toute la communauté juive, quoique les populations gentiles, moins sensibles à de telles vibrations, ne remarquassent rien du tout. À la suite de Moses S., un autre juif de Russie, Escher Ginsburg, à Adam, proclama que les Juifs, non seulement formaient une nation, mais devaient avoir un État juif en Palestine.
Cependant, ce n'était qu'une voix de plus venue de la lointaine Russie, et la faiblesse des Juifs en Occident fut qu'ils ne comprenaient pas le pouvoir et la force de la masse compacte et organisée dans les ghettos de l'Est ou, en tout cas, ils ne pouvaient pas voir comment elle pourrait se faire ressentir en Europe. L'avertissement leur parvint en 1896, l'année de la mort du prophète Monk, où Theodor Herzl publia l'État juif. Du coup, le chat était dans leur pigeonnier, et peu de temps après, les pigeons étaient à l'intérieur du chat. Leur rang était divisé, car ce Theodor Herzl ne faisait pas partie des Juifs de l'Est, il n'était pas un Juif de Russie. Il était l'un d'entre eux ou, en tout cas, il le considérait comme tel. Il semblait être le modèle même du Juif occidental émancipé, et pourtant, il était du côté des sionistes. Un tremblement prémonitoire parcourut la communauté juive. La chrétienté, qui avait tout autant de raisons d'être perturbée, resta dans une inconscience béate pendant encore 60 ans.